Tu sais comment les recherches vont être faites, genre quels tests ils vont pouvoir faire. Donc normalement, t'oublies pas des affaires sur le lieu du crime. C'est ça. Lui, en plus, il était en criminologie, donc d'office, il connaissait tout. C'est sûr que d'avoir toutes ces infos, tu vois, rend la chose, théoriquement, tu vois, plus facile sur le papier. Mais en vrai de vrai, genre, je trouve, tu vois, maintenant, genre, il y a tellement, justement, comme tu dis, genre, de trucs à penser que sur le coup, enfin, tu peux pas forcément y penser, tu vois, avec l'adrénaline et tout, etc. Même si tu fais des entraînements chez toi pour te préparer à la scène de crime, genre en mode, tu auras toujours, tu vois, des imprévus sur place, quoi. Une personne en plus que tu pensais pas, qui serait là, tu vois, des choses comme ça, qui peut te faire vite faire des erreurs. Et je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, maintenant, avec toute cette technologie, avec l'ADN, avec les caméras qui sont de plus en plus présentes dans nos villes, bah, c'est encore plus en plus dur pour ce genre de personnes, enfin pour les criminels, tant mieux, de commettre des crimes, quoi, parce que That was great. on est en novembre 2022 à Moscou. Non, pas Moscou en Russie, mais Moscou aux États-Unis. Une petite ville étudiante d'environ 25 000 habitants bordant l'état de Washington. C'est le genre d'endroit hyper tranquille où tout le monde se connaît et où l'on ne verrouille même pas sa porte. Aucun meurtre n'y a été enregistré depuis 7 ans. Au 1122 King Road, juste à côté du campus de l'université d'Idaho, se trouve une maison en bois, de 3 étages construite à flanc de colline. C'est la colocation festive par excellence. 6 jeunes y vivent ou y passent tout leur temps. Kylie Goncalves, 21 ans, pétillante, très active sur les réseaux sociaux, elle vient de valider son diplôme et s'apprête à partir travailler en Californie. Madison, 21 ans, surnommée Morgan, c'est la meilleure amie d'enfance de Kylie. Elles sont inséparables depuis la 6e, ont fait les mêmes écoles, les mêmes soirées. Ce week-end de novembre, c'est le week-end d'adieu de Kylie, qui est venue une dernière fois sur le campus pour faire la fête avec Maddie. Xana Kernold, 20 ans, étudiante en marketing, dynamique et très appréciée sur le campus. Ethan Chapin, 20 ans, le petit ami de Xana, membre de la fraternité Sigma Chi, un sportif souriant venu passer la nuit là. Quant à Dylan Mortensen et Bethany Funky, tous les deux 19 ans, ce sont 2 jeunes en première année qui occupent les chambres du rez-de-chaussée et qui voient les 3 autres comme de véritables grandes sœurs. On est le mercredi 12 novembre et c'est le week-end avant les vacances de Thanksgiving. La ville est en fête de 21h à 1h45. Ethan et Xana font la fête à la fraternité Sigma Chi juste à côté, puis rentrent à la maison vers 1h45. Entre 22h et 1h56, Kylie et Madison sont sortis dans un bar du centre-ville, le Corner Club. À 1h40, elles s'arrêtent à un food truck très populaire, le Grub Truck. Les images de vidéosurveillance les montrent toutes deux souriantes. Il est 2h du matin et les 6 résidents sont tous rentrés au 1122 King Road. Dylan et Bethany dorment au rez-de-chaussée. Entre 2h26 et 2h52, Kylie passe environ 7 appels manqués à son ex-petite amie, Jake, pour lui parler de leur chien en commun, qui s'appelle Murphy. Elle s'endort ensuite dans la même chambre que sa meilleure amie Madison au 3e étage. Tout est calme. Mais dehors, une voiture tourne en boucle. Ce que ces jeunes ignorent, c'est que pendant qu'ils profitent de leurs belles années, une présence s'invite dans leur quotidien. Depuis le mois d'août 2022, un homme rôde. On ne connaît pas encore son visage, mais il alimente une fixation malsaine. La nuit, il prend sa voiture et parcourt les kilomètres qui le séparent du campus. Sur les réseaux, il scrute les profils des jeunes étudiantes de la ville. Elles ne le connaissent pas. Il ne leur a jamais parlé, pourtant, entre août et novembre, les bornes téléphoniques vont enregistrer son passage au moins 2 fois. Tard le soir, garé en contrebas du 1122 King Road, feu éteint, a observé les lumières de la maison s'éteindre une à une. De l'autre côté de la frontière, à Pullman, Washington, vit un homme au parcours diamétralement opposé que nos jeunes.
Pendant son adolescence en Pennsylvanie, cet homme a connu un isolement social profond. Souffrant de fort surpoids, victime de moqueries cruelles au collège, il développe une obsession maladive pour le contrôle. À la fin du lycée, il se métamorphose, il perd plus de 40 kilos de façon drastique, se met intensément à la boxe et développe un véganisme et une orthorexie si extrême que sa propre mère doit acheter un jeu de casserole et de poêle neuf et totalement séparé, car il refuse catégoriquement de manger dans un ustensile et un jour touché de la viande. Il se fait également remarquer dans un bar local où le patron doit le recadrer à plusieurs reprises. Il harcèle les serveuses, leur demande où elles habitent, les suit jusqu'à leur voiture et se montre agressif quand elles le repoussent. En septembre 2022, il emménage dans la région pour commencer un doctorat en criminologie. Il étudie la psychologie des tueurs et les erreurs commises lors des enquêtes. Sur Reddit, il poste même un questionnaire destiné à d'anciens détenus avec des questions glaçantes comme « Comment avez-vous choisi votre victime ? Qu'avez-vous ressenti juste avant de passer à l'acte ?» Rongé par les insomnies chroniques, ses voisins de palier l'entendent souvent passer l'aspirateur ou faire du sport à 3h du matin. Il prend l'habitude de conduire seul en pleine nuit dans sa Hyundai Elantra blanche. C'est lors de ses pérégrinations qu'il repère la maison illuminée au 1122 King Road. Sans que personne ne sache, entre août et début novembre 2022, son téléphone borne au moins 12 fois aux abords de la propriété tard la nuit. On arrive au samedi 12 novembre. C'est le dernier week-end avant la pause de Thanksgiving. La ville de Moscou est en pleine effervescence. Entre 21h et 1h45, Ethan et Xana participent à une soirée à la fraternité Sigma Chi, située à 2 minutes à pied de la maison, puis rentrent se coucher au 2e étage. Entre 22h et 1h56, Kylie et Maddie sortent du Corner Club. À 1h40, les caméras de vidéosurveillance du camion de nourriture Grub Truck les filment souriantes en train de commander à manger. On aperçoit un jeune homme en bonnet sombre à côté d'elle. Les réseaux sociaux l'accuseront à tort pendant des semaines alors qu'il s'agissait juste d'un ami s'assurant qu'elle rentrait bien en VTC. À 2h, les 6 occupants sont tous à l'intérieur. Dylan et Bethany dorment au rez-de-chaussée. Entre 2h26 et 2h52, Kylie tente d'appeler son ex-copain Jake 7 fois pour lui parler de leur chien Murphy. Jake ne répond pas, il dort déjà. Kylie et Maddie finissent par s'endormir ensemble dans le même lit au 3e étage. Murphy, quant à lui, est enfermé dans la chambre d'à côté. À 3h59, Xana, adepte de fringales nocturnes, se fait livrer une commande DoorDash. Le livreur dépose le repas sur le pas de la porte. Xana le récupère et retourne dans sa chambre sur TikTok. Elle est parfaitement réveillée. Mais dehors, dans le froid de la nuit, les caméras du voisinage repèrent une Hyundai Elantra blanche qui ralentit. Fait 3 demi-tours dans la ruelle. Il est 4h04, la Hyundai Elantra blanche s'immobilise en contrebas du 1122 King Road. Un homme en sort, entièrement vêtu de noir, le visage dissimulé par un masque. Dans sa main, il tient un imposant poignard de combat militaire, un kabar, glissé dans son étui en cuir. Il contourne la maison et s'introduit par la porte en verre coulissante du 2e étage, laissée déverrouillée. L'intrus ne s'arrête pas au niveau où il entre. Il monte directement le petit escalier en bois qui mène au 3e étage. Il pousse la porte de la chambre de Maddie. Dans le lit de place, les 2 meilleures amies d'enfance, Kylie et Maddie, dorment l'une à côté de l'autre après leur soirée. Le tueur s'approche et frappe. L'attaque est d'une violence inouïe. Maddie et Kylie sont poignardées à plusieurs reprises dans leur sommeil. Chla, chla, chla. Chla, chla. Kylie tente désespérément de se défendre, mais l'assaillant ne leur laisse aucune chance. Dans la précipitation et l'obscurité, l'homme commet une erreur qu'il ne réalise pas immédiatement. En quittant le lit, il laisse tomber l'étui en cuir. Cette erreur lui sera fatale. Pendant ce temps,
Dans la chambre d'à côté, le chien Murphy commence à s'agiter et à aboyer. Ouf, ouf, ouf. En vrai, je suis con, j'ai quand même des bruitages YouTube. Hein. Mais bon, allez, je suis investi. L'homme redescend au deuxième étage pour prendre la fuite, mais au bas de l'escalier, il tombe nez à nez avec la réalité. Xana est encore debout. Elle vient de manger sa commande. Est-ce que Xana a aperçu l'ombre dans le couloir ? Est-ce qu'elle est sortie voir ce qu'il se passait ? On ne le sait pas avec certitude, mais le tueur est contraint d'entrer dans sa chambre. Ethan est couché sur le lit, le tueur s'en prend à lui en premier. Là, Xana, comprenant l'horreur de la situation, se bat littéralement pour sa vie. L'autopsie révélera plus tard que ses mains et ses bras porteront de profondes coupures défensives. Elle a tenté à main nue d'attraper la lame du poignard. C'est à ce moment que l'homme enregistré indirectement prononce cette phrase glaçante. « C'est bon, je vais t'aider ». Au même moment, juste en face de la chambre de Xana, Dylan est réveillée par le bruit. Elle entend ce qu'elle pense être Kylie en train de jouer avec son chien Murphy. Quelques minutes plus tard, elle entend ce qui ressemble à des pleurs étouffés venant de la chambre de Xana, puis cette voix d'homme rassurante mais déplacée. Dylan entrouvre la porte une première fois, rien. À 4h17, une caméra de surveillance installée sur la maison voisine capte des aboiements sourds et un choc violent contre un mur. Dylan réouvre sa porte une troisième fois, effrayée, et là, le temps s'arrête. Elle voit avancer dans le couloir, à quelques mètres d'elle, une silhouette grande, mince, vêtue de noir, portant un masque ne couvrant que le nez et la bouche. Elle distingue particulièrement ses sourcils épais. L'homme marche d'un pas calme en direction de la baie vitrée coulissante. Il passe à côté de Dylan sans tourner la tête, semble ne pas la remarquer dans la pénombre du couloir, et s'éclipse dans la nuit. Prostré, en état de choc et incapable de comprendre ce qui vient de se passer, Dylan se verrouille à double tour dans sa chambre. À 4h20, la Hyundai Elantra blanche repart en trombe, fait crisser ses pneus et disparaît sur l'autoroute en direction de l'État de Washington. L'assaut aura duré moins de 20 minutes. Pendant toute la matinée du dimanche 13 novembre, un silence de mort règne sur le 1122 King Road. Au rez-de-chaussée et au deuxième étage, Dylan et Bethany n'osent pas sortir immédiatement. Elles envoient des messages sur le groupe de la colocation, pas de réponse. Inquiètes, pensant que l'une de leurs colocs s'est évanouie ou fait un malaise à cause de l'alcool de la veille, elles appellent des amis du campus pour venir les rejoindre. Vers 11h30, des amis arrivent sur place. En montant au deuxième étage, ils découvrent la porte de la chambre de Xana entrouverte et aperçoivent une scène macabre. Quand les premiers patrouilleurs de la police de Moscou franchissent le seuil de la maison, ils tombent sur un véritable cauchemar. Du sang a tellement imbibé le sol qu'il s'est infiltré à travers les murs extérieurs de la fondation en bois de la maison. 4 jeunes corps sans vie sont découverts au deuxième et troisième étage. Le chien Murphy, lui, est retrouvé sain et sauf, enfermé dans la chambre de Kylie. En quelques heures, l'information explose dans tous les médias américains. C'est le premier homicide à Moscou depuis 7 ans. La panique est telle sur le campus que plus de la moitié des 11 000 étudiants font leurs valises et quittent la ville avant même les vacances de Thanksgiving. Du coup, la rentrée a seulement commencé depuis un bon mois, que les étudiants sont déjà contraints de repartir, quoi. C'est quand même fou. Mais bon. Après, si vous savez qu'il y a un tueur dans votre petite ville de 25 000 habitants, peut-être que c'est pas la bonne idée d'y rester, peut-être, je sais pas. Après bon, il y a des courageux. Il y a des courageux qui seront sûrement là en commentaire. Ouais, moi je serais resté, de toute façon je m'en fous. Pendant plus d'un mois, la police ne donne presque aucune information. Pas de nom de suspect, pas d'armes retrouvées, rien. Sur TikTok, Reddit, YouTube et Member, des milliers d'enquêteurs en herbe accusent à tort des innocents. Dans les accusés à tort, il y a le livreur DoorDash, le jeune homme au bonnet du food truck, l'ex-copain de Kylie Jake. La vie de ces personnes est piétinée par les rumeurs. Mais, dans l'ombre, le FBI et la police d'État travaillent sur 3 indices capitaux. L'empreinte génétique sur l'étui que notre soi-disant expert en criminologie a oublié sur place, notre expert qui s'était renseigné sur Reddit
Et sur comment faire le crime parfait, il a oublié son couteau avec bien sûr ses empreintes et tout le bazar. Mais bon, on est au 21e siècle et pour la police, ceci est une mine d'or. L'analyse des vidéosurveillances de la ville isole la Hyundai Elantra blanche en recoupant les enregistrements du campus voisin de WSU à Pullman. Ils identifient le véhicule de Bryan Kohberger. Voilà le nom de notre étudiant en criminologie en herbe. Notre fameux doctorant. Bon, quand même bizarre quand même sa thèse d'études, genre je pense qu'il y avait moins sanglant à choisir. Mais bon, les doctorants, on peut pas leur en vouloir. Ne trouvant pas l'ADN du tueur dans le fichier national des criminels américains, le FBI utilise une méthode révolutionnaire. Ils envoient l'ADN sur des sites publics de généalogie qui s'appelle GED Match. Ils reconstruisent un arbre généalogique géant et remontent jusqu'à une famille de Pennsylvanie, la famille Kohberger. Mi-décembre, pensant avoir commis le crime parfait, Bryan Kohberger finit son semestre à l'université. Il monte dans sa Hyundai Elantra avec son père, venu de Pennsylvanie, pour faire le trajet de 4000 km avec lui pour les fêtes de fin d'année. Ce que Bryan ignore, c'est que le FBI le suit à la trace pendant toute la traversée des États-Unis. Ils attendent tranquillement le moment opportun pour le cueillir. Le 27 décembre 2022, sous le couvert de la nuit, les agents du FBI fouillent discrètement les poubelles de la maison des parents de Kohberger en Pennsylvanie. Ils prélèvent des déchets usagés. L'analyse ADN révèle que l'homme qui a jeté ces poubelles est le père biologique de la personne dont l'ADN a été retrouvé sur l'étui du poignard au 3e étage de la maison du crime. Le 30 décembre 2022, à 3h du matin, l'unité d'élite du SWAT enfonce les portes de la résidence familiale. Bryan Kohberger est arrêté dans sa cuisine, portant des gants chirurgicaux et rangeant ses affaires personnelles dans des sacs Ziploc. Ouais, ce mec est vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'il fait 3h du matin avec des putains de gants en latex comme ça, là ? Au moment de son arrestation, le monde entier découvre enfin le visage de celui qui a semé la terreur à Moscou. Ce n'est pas un marginal, ce n'est pas un membre de gang, ce n'est pas Vladimir Poutine, ce n'est pas un habitué des cellules de prison. L'homme assis dans le fourgon de la police s'appelle Bryan Kohberger. Vraiment juste Bryan. Il a 28 ans, il est doctorant en criminologie. Il va à l'université de l'État de Washington. Toute sa vie tournait autour du crime. Il étudiait précisément la manière dont la police scientifique traque les tueurs, les erreurs logistiques à éviter et la psychologie des criminels. Dans son appartement de Pullman, les enquêteurs découvrent un environnement nickel, désinfecté au millimètre près avec des produits chimiques. L'analyse de son téléphone portable et de ses ordinateurs va révéler l'ampleur de son obsession. Le soir du drame, il avait sciemment coupé son téléphone à 2h47 pour ne le rallumer qu'à 4h48 une fois revenu sur l'autoroute. Mais les caméras de ville ont comblé les trous. Le retour sur les lieux du crime à 9h du matin, le 13 novembre, soit quelques heures à peine après les meurtres et avant même que les survivantes ne découvrent les corps, et n'appelle la police. Le téléphone de Kohberger borne à nouveau près de la maison. Il était revenu sur place pour contempler son œuvre ou voir si les secours étaient arrivés. Extradé vers l'Idaho sous haute sécurité, Bryan fait face à la justice. Son comportement dans la salle d'audience est glacial, impassible, presque détaché. Lors de son inculpation officielle, quand le juge lui demande s'il plaide coupable ou non coupable, Kohberger choisit de garder le silence le plus total. Face à son refus de répondre, la cour enregistre d'office un plaidoyer de non coupable en son nom, comme le prévoit la loi américaine. Ses avocats tentent de démonter le dossier brique par brique. Ils contestent la validité de la méthode en généalogie génétique utilisée par le FBI pour remonter jusqu'à lui. Les avocats de Bryan affirment que ce dernier était simplement un insomniaque qui aimait faire de longues promenades nocturnes en voiture seul, ce qui expliquerait la présence de sa Hyundai Elantra dans la région. Ils mettent en avant qu'aucune trace ADN des 4 victimes n'a été retrouvée dans la voiture de Bryan ou encore dans son appartement, bien que la défense omette de préciser que la voiture avait été nettoyée de fond en comble à l'eau de Javel juste avant son arrestation. Face à la barbarie des faits
et à la préméditation évidente et à l'absence totale de remords de l'accusé, le procureur de l'État de Idaho a officiellement annoncé qu'il requérait la peine de mort par injection létale. Fin 2023, la maison de 1122 King Road a été entièrement démolie par des brises roches à la demande de l'université d'Idaho et des familles afin d'effacer ce lieu de souffrance et d'empêcher les curieux d'en faire un pèlerinage macabre. Bryan pensait avoir élaboré le crime parfait en utilisant ses connaissances académiques en criminologie. Mais il a sous-estimé une chose, la science moderne et une toute petite erreur d'inattention. Un bouton poussoir sur un étui de poignard oublié dans la précipitation, 4 vies brisées, une communauté traumatisée à jamais pour ce qui ressemble à de la fascination morbide d'un homme qui voulait tester ses théories dans la vraie vie. Tu sais comment les recherches vont être faites, genre quels tests ils vont pouvoir faire. Donc normalement, t'oublies pas des affaires sur le lieu du crime. C'est ça. Lui, en plus, il était en criminologie, donc d'office, il connaissait tout. Ouais. C'est sûr que d'avoir toutes ces infos, tu vois, rend la chose... Théoriquement, tu vois, plus facile sur le papier. Mais en vrai de vrai, genre, je trouve, tu vois, maintenant, genre, il y a tellement, justement, comme tu dis, genre, de trucs à penser que sur le coup, genre, enfin, tu peux pas forcément y penser, tu vois, avec l'adrénaline et tout, etc., tu vois, genre, et puis bon, c'est pas comme quand même si tu fais des entraînements chez toi pour te préparer à la scène de crime, genre, en mode, tu auras toujours, tu vois, des imprévus sur place, quoi, en mode, une personne en plus que tu pensais pas, qui serait là, tu vois, des choses comme ça, qui peut te faire vite faire des erreurs. Et je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, maintenant, avec toute cette technologie, avec l'ADN, avec les caméras qui sont de plus en plus présentes dans nos villes, bah, c'est encore plus en plus dur pour ce genre de personnes, enfin pour les criminels, tant mieux, de commettre des crimes, quoi. Parce que même si Bryan dans le true crime là avait éteint son téléphone pour pas se faire repérer par la police, bah t'as bien vu qu'il a juste suffi à la police d'aller voir d'aller voir son centre de surveillance avec les caméras et d'isoler la voiture de Bryan pour après genre voir son parcours. Et puis même, tu vois, genre en mode, si Bryan faisait une transaction, on peut facilement le tracer. Wow, par contre, on n'incite pas les gens à faire des crimes du tout, hein, attention, hein. Genre juste, on répond juste à la question, mais on se calme, genre ici on condamne le crime, genre allez vous faire foutre si vous faites ça, bien sûr, hein, bien sûr, mais je trouve que, tu vois, genre tu as conscience de ça, même, enfin les caméras, même si tu ne t'y connais pas en criminologie, tu sais, donc tu dois réfléchir à comment détourner ça. Et je trouve que lui, il l'a mal fait déjà, genre juste éteindre son téléphone juste avant, juste après, retourner sur le lieu du crime, qui est la première règle. Mais après, tu vois, sur mon avis, genre c'était juste un pervers narcissique, hein, ce garçon-là, genre en mode, ouais, le fait de revenir comme ça sur le lieu du crime, comme ça en mode, waouh, c'est une belle œuvre quand même ce que j'ai fait là, c'est quand même sympa, hein, voilà. Et le rouge là, genre en mode, ouais, c'est un malade, enfin, genre en mode, après tu vois, pour moi, ce genre de profil, tu vois, en mode, ils sont tellement perchés, ils se pensent tellement être intouchables, en plus ils se disent, je suis docteur en criminologie, enfin je pense que, puis même toi, comment est-ce qu'ils se comportaient avec les femmes en général, qui devenaient agressifs quand la femme ne cédait pas à ses avances, qui se disaient putain, pourquoi est-ce qu'elle m'obéit pas. Je pense, tu vois, c'est ce genre de mec qui est un peu sous-estimé, genre, enfin, qui est un peu surestimé ses compétences. En tout cas, pour son cas à lui, je pense juste que, je sais pas, peut-être ses traumas ont pris trop le dessus sur sa préparation, mais il aurait pu, on va dire, gagner du temps. Je pense qu'il aurait été retrouvé dans tous les cas. Ouais. Mais ça a été vite, quoi. Parce que être étudiant et s'exposer sur les réseaux sociaux signifie aussi involontairement exposer ses habitudes de vie, ses lieux de vie et ses horaires à des inconnus. Donc potentiellement être une cible, en fait, hein, si tu te montres trop sur les réseaux. Ouais, je pense que tu sois étudiant ou non, à partir du moment où tu postes régulièrement, il y a un risque. Ah, ça, je suis d'accord. Tu vois, après, ça dépend aussi de ce que tu postes. Hein. Ça tombe, tu vas juste poster des livres et voilà. Imaginons des musiques, ça va. Mais si tu commences à poster où tu es, même si c'est pas directement ton école, tu vois, mais que c'est le parc tout près, les gens peuvent très vite sur aller peut-être un mois de temps. C'est ça. Prendre toutes tes stories et dire je préfère ce trajet-là plus ou moins. C'est ça. Et tu le rencontres en fait. C'est ça. Du coup,
n'hésitez pas à faire comme les influenceurs et à poster vos stories. Mais quand vous n'êtes plus au lieu dit, quoi. Ou alors quand vous êtes en vacances, peut-être pas trop montrer, parce que genre en mode, c'est déjà arrivé que des gens postent leurs vacances sur Facebook et que du coup des criminels voient que que les gens sont plus sont plus dans leur maison, donc on profite pour se servir. En vrai, genre juste quitter les réseaux sociaux, genre juste allez juste sur YouTube, mais sinon le reste genre aussi allez sur Member aussi, franchement cette app là est superbe, ça fait 3 mois que j'utilise. Meilleur réseau de tous les temps, franchement, je connais pas mieux. Ça fait 3 mois que j'ai découvert ça, vraiment, depuis je suis accro. Du coup, ça pourrait dire, ne postez pas trop, hein. Ouais, ou alors essayez de vous dire, est-ce que là, en une semaine, j'ai posté des trucs qui pourraient me mettre dans, je sais pas, dans l'embarras. C'est ça, ouais. Est-ce que quelqu'un pourrait retracer ma route Et à ce moment-là, la semaine d'après, vous floutez un peu les infos, ou vous postez des trucs qui n'ont rien à voir pour pas que ça arrive. Que ce soit homme ou femme, hein, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Juste à partir du moment où tu postes, il faut être conscient qu'il y a un risque. Quand on vit en colocation, est-ce que c'est important, tu penses, d'avoir des règles de sécurité en mode porte verrouillée, partage de localisation, système d'alerte entre colocataires? Est-ce que tu penses que ça devrait être la base quand tu habites en colocation? En vrai, ouais. Après, le truc, la géolocalisation, je pense pas. Parce que le but, c'est pas de tracer, tu vois, tes colocs. Ouais, mais je pense que quand t'as une coloc de meuf, en vrai, c'est pas... Si t'as une coloc de meuf, tu vois, si c'est tes potes, y a pas de souci. Parce que du coup, y a pas de... Tu vois, si tu sors, tu dis, les gars, j'ai activé ma loc, tu vois, par exemple. Ouais. Si un souci, ok, tout le temps, on n'a pas besoin de savoir où t'es en soi. Ouais. Mais je pense que, ouais, il faudrait, genre, un code en mode, déjà, mais tout le temps fermer les portes, oui. Ouais. Quand t'invites des inconnus, tu fais attention à qui t'invites. Ouais. Tu préviens aussi sur le groupe. Mais je pense que tu vois que... Après, je pense que, de mon expérience en tant qu'étudiant, genre en mode... mais je pense, toi, genre en mode... Je pense que directement, genre, les jeunes, dès le début, n'ont pas, tu vois, ce réflexe de s'imposer des règles de sécurité. T'es là, t'arrives à l'UNIF, etc. Genre en mode, même t'as l'UNIF. Alors tu penses d'abord à profiter, surtout au début d'année. Là, c'est la fête, laisse tomber. Ouais, mais je trouve ça important. C'est important, aussi le confort des autres, tu vois. Genre, pas nécessairement genre sécurité en mode si je ramène une meuf, je vais vous prévenir et tout. Enfin, si, pourquoi pas. Mais c'est aussi, genre, s'il y a un autre coloc, genre, il faut pas qu'il soit gêné. Enfin, tu vois, c'est du savoir-vivre, je trouve. Ouais. Du coup, pour tous nos jeunes qui vont rentrer là maintenant, genre dans leur première année, que ce soit à l'UNIF, à la haute école, enfin bref, aux études supérieures, genre n'hésitez pas à, dès le début, genre même si vous allez passer pour le gros relou, de venir et dire bon les gars, je pense, j'ai vu le podcast de Corsaverse et en vrai c'est pas con d'instaurer des règles de sécurité comme ça, tu vois. Genre en mode, dès le début instaurer ça pour passer une année tranquille, parce que même si genre on peut se dire ouais, en 2026, il y a plus de sécurité, plus de technologie, ben regardez, là on est à Moscou, 7 ans sans meurtre dans la ville, et là maintenant, blam, Corsaverse out.